Culture Flow, deuxième épisode sur la systémique du flux. Aujourd'hui, on va parler système. Un système, qu'est-ce que c'est? Un système, c'est une structure dans laquelle des organisations travaillent de concert pour atteindre un but. Si on prend l'exemple qui nous concerne, celui du logiciel, les organisations, ce sont toutes les équipes qui réalisent les différentes activités de conception, de réalisation et d'entretien d'un produit logiciel. Et le but qu'on cherche à atteindre, généralement, il y en a 2. Le premier, c'est de rendre service aux utilisateurs, de notre produit logiciel et le deuxième, c'est de rendre service à l'organisation qui, réalise ce produit. Donc si on pense à une entreprise à but lucratif, par exemple, ce sera générer plus de revenus. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Henri Decour, je suis PO et coach en delivery chez Octo et je fais partie de la grande équipe qui a écrit Culture Flow. Si vous voulez nous contacter, nous poser des questions, discuter, vous pouvez le faire en envoyant un mail sur cultureflow@octo.com. Alors, quand on parle système, qui dit système dit problème, puisque, comme je le disais en introduction, un système, c'est une structure avec différentes organisations, donc beaucoup de complexité, puisqu'on a différentes parties qui communiquent et interagissent entre elles pour être un tout. Mais parfois, on peut arriver à une situation où on ne sait pas trop ce que font les autres, on sait ce qu'on fait, mais on a peu d'idées sur ce qui se passe en amont, ce qui se passe en aval. Et on peut arriver assez rapidement à une situation où c'est finalement beaucoup plus facile d'optimiser, son petit coin de travail, son petit précaré, plutôt que de chercher à optimiser aussi ce que font les autres. Et le principe aussi d'un système, c'est que souvent ce qui se passe à un endroit a des effets à un autre endroit, mais souvent beaucoup plus tard, le fameux effet retard. Et savoir comment faire autrement, c'est parfois très compliqué. Si le système, c'est un problème, le système, c'est aussi une belle promesse. C'est la promesse que le tout est plus que la somme des parties, c'est le fameux 1 plus 1 est supérieur à 2. Et pour arriver à ça, il faudrait essayer d'arriver à comprendre, notre flux de valeur de bout en bout, comprendre nos flux de travail aussi de bout en bout, arriver à collaborer mieux avec toutes les différentes équipes qui composent ce système, pour être sûr que ce sur quoi on travaille, est ce qui a le plus de valeur et in fine, être fier et engagé puisqu'on sait qu'on a collaboré à un ensemble qui est plus que, la somme des petits efforts locaux. Le principe qu'on a cherché à mettre en avant sur la systémique du flux, c'est cette notion de connaissance, de notre flux de travail, de savoir où et comment intervenir pour le réguler et ainsi s'assurer que notre travail dans cette grande chaîne, concourt à un système qui sera globalement plus efficace et plus efficient. Les 3 pratiques, dont je vais vous parler aujourd'hui, la première, ça va être une pratique sur le fait justement de penser système et de savoir modéliser notre système, de savoir le visualiser, le partager, de savoir agir dessus et de savoir l'améliorer. Et ensuite, 2 autres pratiques qui vont être plutôt sur la gestion des problèmes dans un système avec d'un côté la gestion d'un système localement saturé et de l'autre côté la gestion d'un système globalement saturé. Notre intention avec, cette idée de penser système, c'est de dire: «OK, on sait qu'on est chacun individuellement, chacun et chacune, juste un maillon, dans cette grande chaîne de valeur, mais pour autant, on peut piloter de bout en bout ce flux de valeur et arriver à des actions et des décisions qui vont nous permettre de l'optimiser de façon globale et donc d'atteindre, cette fameuse promesse où le tout est plus que la somme des parties». Première pratique, Kanban pour un pilotage proactif de nos flux. Quand on dit Kanban, c'est le point de contact entre la roue et le sol. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est un ensemble de pratiques qui nous permet de réconcilier le modèle, c'est-à-dire notre modèle mental, avec, la réalité du terrain. Quand je parle de Kanban ici, je parle plus du Kanban thinking que du Kanban, le board Kanban par exemple. Le board Kanban, c'est une implémentation, de la méthode, Kanban en général, qui est une méthode qui se déroule en 5 étapes: comprendre, visualiser, gérer, ressentir et s'améliorer. Comprendre, hein, ça commence par là, c'est clarifier, notre système actuel et s'assurer qu'on comprend bien, comment on fonctionne et aussi comment est-ce qu'on interagit avec les autres équipes qui sont en amont et en aval du flux.
Je dis ça parce que souvent, on peut voir que certaines équipes qui utilisent des boards Kanban ont un board qui ne décrit que les activités du périmètre de l'équipe et ce qu'il y a avant, to do et ce qu'il y a après done, finalement, n'apparaît jamais et on s'en soucie assez peu. Donc une pratique qu'on peut utiliser ici, c'est d'ajouter aussi, les quelques étapes amont et les quelques étapes aval, de notre flux de travail pour voir comment est-ce que les activités des équipes avec lesquelles on collabore ont un impact sur nous, mais aussi comment nous, on a un impact sur elles, puisque l'une des grandes idées, hein, quand on commence à parler, systémique, c'est que, bah, le système, il a peut-être des problèmes, mais c'est pas le système qui a des problèmes et nous, tout ce qu'on fait est bien. Nous aussi, on fait partie du système, donc à un moment, il faut savoir faire amende honorable et se dire: «OK, qu'est-ce que je fais concrètement, dans mon travail quotidien qui contribue, au à cette idée que j'ai que le système n'est pas optimal et comment est-ce que je peux modifier mes habitudes, mes modèles de pensée et mes actions pour améliorer le système. Visualiser, là pour le coup, on est vraiment très dans la partie la plus connue de Kanban avec la notion de board Kanban par exemple sur cette idée de rendre visible, l'ensemble de notre système, de modéliser notre flux de valeurs, de savoir quelles sont les différentes étapes, qui fait quoi, comment est-ce qu'on passe d'une étape à une autre. Et à partir de là, on peut passer à l'étape gérer, c'est-à-dire piloter notre flux et prendre des décisions en fonction de l'ensemble de ce qu'on constate, de l'ensemble des activités, de l'ensemble des tâches de chacun et chacune. À partir de là, on passe à l'étape ressentir. Ressentir, c'est prendre des décisions sur la base des données concrètes qu'on a observées. Quand on parle Kanban, souvent, on va parler, lead time ou cycle time, c'est-à-dire le temps, qui s'écoule entre la réalisation d'une tâche et la réalisation d'une autre. Toutes ces activités de compréhension, de visualisation qu'on a fait avant vont nous permettre de mieux ressentir notre système et du coup de prendre des décisions plus informées et plus à même de l'améliorer dans son ensemble. Et l'amélioration, bah, c'est la cinquième et dernière étape. Ce qui est intéressant avec Kanban, c'est qu'on parle vraiment, d'amélioration en général. On ne cherche pas à atteindre un état en particulier, on cherche plutôt une tendance dans laquelle, l'ensemble de nos activités vont vers, toujours plus de linéarité dans le flux et toujours plus d'efficience du système. Le résultat du Kanban thinking, c'est une vision holistique, qui nous permet de mieux voir notre place dans l'ensemble du flux, de mieux poursuivre un objectif global et aussi de favoriser l'entraide, des différentes équipes et ce faisant, l'engagement des gens qui sont généralement toujours plus heureux de travailler quand ils savent, ce à quoi ils contribuent et comment ça contribue aussi aux tâches des autres. Première pratique, pour agir concrètement, sur un système saturé, c'est la notion de système localement saturé quand on est bloqué à un endroit, quand il y a une zone, dans le système qui fonctionne moins vite que les autres et généralement ce qu'on observe, c'est que le système dans son ensemble, sa vitesse va être conditionnée à celle de son élément le plus lent. Par exemple, si j'ai un problème sur la phase de mise en production, bah, in fine, j'ai beau concevoir très vite ou développer très vite, je ne vais mettre en production que quand, les équipes de mise en production sont capables de le faire. Donc finalement, l'ensemble de mon système ira, pas plus vite que ce qu'est capable de faire l'équipe qui fait la mise en production. Pour, cette activité-ci, on aime bien s'appuyer sur la théorie des contraintes, qui est un mouvement en 3 temps plus 1. 1er temps, c'est identifier la contrainte, déjà savoir à quel endroit dans notre système, est-ce que ça va moins vite. Une fois qu'on a identifié, on va avoir une approche très, pragmatique et de dire: «OK, si c'est cette étape-là qui est la plus lente, il faut que toutes les autres étapes fonctionnent à la cadence de cette étape la plus lente pour être sûr que cette étape-ci, on ne va pas la faire ralentir encore plus en lui envoyant encore plus de tâches sur la tête. À partir de là, on va pouvoir passer à la troisième étape qui est élever la performance de la contrainte. Si je continue ma métaphore, sur l'équipe qui réalise la mise en production, ça va être par exemple passer du temps pour, la doter d'outils d'automatisation qui vont lui permettre de rendre plus rapide, ses tâches de mise en production. Et quand je disais, 3 temps plus 1, c'est un peu la magie de la théorie des contraintes, c'est qu'une fois que vous avez identifié, subordonné et in fine élevé la performance de la contrainte, ce qui va se passer mécaniquement, c'est que vous allez vous rendre compte que, bah, l'élément le plus lent, c'est plus lui, c'est plus cette étape-là, c'est une autre étape du système et donc on recommence à la première étape, identifier la contrainte et ainsi de suite et comme ça, par, petits pas, étape par étape, on va pouvoir améliorer le système dans son ensemble avec une gestion proactive des goulets d'étranglement pour atteindre une meilleure performance globale.
Troisième et dernière pratique, celle du système, globalement saturé et comment désengorger un système globalement saturé. Donc là, contrairement au système localement saturé, il n'y a pas un endroit précis qui est toujours, l'endroit le plus lent du système. C'est plutôt différents endroits ou alors vous avez des paquets de demandes, qui traversent le système et qui créent des congestions, ponctuelles à certains endroits. Donc là, l'approche, ça va plutôt être de chercher à optimiser le système dans son ensemble et pas les ressources ou les postes individuels. Euh, L'exemple qu'on peut donner, par exemple, c'est si on a un système où on accepte trop de demandes d'un coup et on va avoir du coup une grosse congestion sur la conception, puis après une grosse congestion sur la réalisation, puis après une grosse congestion au moment de la mise en prod. Donc là, ce qu'on peut utiliser comme pratique, c'est une notion de limite d'encours globale. Et plutôt que de dire on va limiter juste cette petite étape ou juste cette petite étape, on va dire globalement, l'ensemble de mon système de production, il est efficace quand il est en train de traiter 5 demandes en parallèle. Et si je lui mets 10 demandes en parallèle, là, ça va être saturé. Donc ça veut dire savoir dire non à l'entrée du système et ne pas accepter de nouvelles tâches tant qu'il n'y a pas des tâches qui sont sorties du système. Là, on vise vraiment un flux le plus régulier possible et sans à-coups. Donc on va s'assurer que dès l'entrée, en fait, dans le flux de travail, on sait dire non, on sait filtrer les choses pour s'assurer que notre système est globalement efficient et on s'assure aussi qu'à l'intérieur du système, il y a suffisamment de liberté, locale pour que les gens puissent, heu, passer, on va dire, d'une étape à l'autre quand c'est nécessaire. C'est un petit peu l'une des idées qu'il y a derrière le manifeste agile avec la notion d'équipe pluridisciplinaire. C'est de dire qu'à un moment, si on constate qu'on a un goulot d'étranglement, sur, l'étape de test, et ben, il y a des gens qui habituellement ne font pas des tests, qui vont, pendant une période donnée, ponctuellement, faire plus de tests pour désengorger le système à cet endroit-là et ensuite être capable de revenir à leurs tâches classiques quand le système sera désaturé. Donc en conclusion sur la systémique du flux, on connaît son flux de travail, on est capable de savoir où et comment intervenir pour le réguler. Pour ça, on a Kanban qui nous permet de connaître le flux de travail et pour intervenir et le réguler en fonction de selon que le système est globalement ou localement saturé, des techniques différentes, mais qui visent toutes à atteindre ce fameux objectif d'avoir un optimum global qui est plus que la somme des optimums locaux. C'était le principe, de la systémique. Vous avez les 9 autres principes, de Culture Flow pour aller plus loin si vous le souhaitez et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez le reste, de la collection Culture des livres blancs d'Octo avec Culture Code, Culture DevOps et Culture Change. Et comme je le disais en introduction, si vous souhaitez nous contacter, cultureflow@octo.com. Merci beaucoup.